Amis téléspectateurs d'Events News TV, bonsoir. Nous nous retrouvons sur ce plateau dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité. Et pour ce numéro, nous recevons Maître Norbert Tricot, avocat à la Cour, membre du collectif des avocats du Congolais Jean-Pierre Bemba, lui aussi détenu à la Cour internationale de l'Haye. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et merci de nous avoir accueillis. Notre première question, Maître, c'est de savoir quelles sont les nouvelles de Jean-Pierre Bemba à l'Haye. Alors, s'agissant d'un détenu, depuis presque 5 ans, au 3 juillet 2013, cela fera 5 ans que le sénateur Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a été transféré au centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale à La Haye. Mais je dirais, le sénateur Jean-Pierre Bemba a la chance d'avoir à ses côtés, si l'on peut dire, à ses côtés un grand leader panafricain, en la personne du président Laurent Gbagbo. Et ils font souvent des promenades ensemble, ils plaisantent ensemble, et je dirais, ils ont tous les deux une forme physique et surtout un moral extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Laurent Gbagbo à Abidjan en novembre 2000, un mois après sa première élection, et je constate que ce soit pour le président Laurent Gbagbo, que ce soit pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, qu'il s'agit de deux grands combattants panafricains qui sont conscients de l'injustice de la procédure qui leur est faite, oui, justement, et qui se battent jusqu'au bout. À ce niveau, on va vous poser aussi une autre question, à savoir où on en est avec la procédure concernant Jean-Pierre Bemba. Alors, concernant la procédure contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, elle a été initiée il y a longtemps, et elle a l'avantage de nous donner quelques leçons par rapport aux autres procédures en cours. Concernant le sénateur Jean-Pierre Bemba, les audiences de confirmation des charges ont eu lieu en janvier 2009. Et la chambre préliminaire a d'abord demandé au procureur de l'époque, de la Cour pénale internationale, de revoir ces accusations, car elles n'étaient pas suffisamment convaincantes. Ce qui a amené le procureur de la CPI de l'époque à revoir des charges en diminuant le lien de participation aux prétendus crimes de guerre et crimes contre l'humanité reprochés au sénateur Jean-Pierre Bemba, s'agissant de la période se situant entre novembre 2002 et mars 2003, en ce qui concerne la République centrafricaine, car le sénateur Jean-Pierre Bemba n'est pas poursuivi pour des actes perpétrés dans son pays, la République démocratique du Congo, mais pour des actes qu'on lui impute, qui n'étaient même pas présents, en République centrafricaine. Et c'est seulement depuis le mois d'août de l'année dernière, août 2012, qu'a débuté le procès, la défense du sénateur Jean-Pierre Bemba, avec, là aussi, de nombreuses suspensions du procès, de nombreux reports et des difficultés dans le domaine des témoignages, puisque, en ce qui concerne la République centrafricaine, il n'est pas facile de faire témoigner certaines personnes, encore que là, il y a un événement très mauvais pour la Cour pénale internationale, mais très heureux pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, à savoir, comme vous le savez, le 31 mars dernier, 31 mars 2013, la rébellion de la Séléka a chassé du pouvoir en République centrafricaine le général putschiste François Bozizé, qui avait chassé du pouvoir, par sa rébellion, en mars 2003, le président élu Ange Félix Patassé, dont j'étais d'ailleurs un des avocats qui s'est. Alors, les Ivoiriens sont suspendus au verdict, comme je le disais tantôt, de la chambre préliminaire. Alors, vous qui êtes rompu aux arcanes de la CPI, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les Ivoiriens attendent. Alors, là aussi, on peut tirer des leçons de la procédure qui était suivie à l'encontre du sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que, je vous ai indiqué que l'audience de confirmation des charges avait eu lieu pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, c'était du 12 au 15 janvier 2009. Il a fallu attendre jusqu'au 15 juin 2009 pour
que soit rendu le verdict donc, de la chambre préliminaire, compte tenu du fait de la reconsidération des charges que vous avez indiquées. De fait, de par les statuts, donc statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale, il y a 4 possibilités dans le domaine d'une audience de confirmation des charges. Et plus le temps passe, plus on la reporte, plus ça peut augmenter certaines hypothèses. Première hypothèse, ça s'est déjà réalisé, les juges de la chambre préliminaire décident de ne pas suivre l'avis de la procureure de la Cour pénale internationale, car ils considèrent qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment convaincants. On pourrait se poser la question, par exemple pour le président Laurent Gbagbo, puisque, je dirais, les services de la procureure de la Cour pénale internationale ont eu l'occasion de se ridiculiser en produisant, par exemple, des vidéos correspondant à des massacres au Kenya, ont tenté d'imputer au président Laurent Gbagbo. Donc déjà, dans ce genre de situation, plus de nombreuses incohérences du dossier, et là, je pense que mon confrère Emmanuel Altit a bien su les souligner, on pourrait avoir l'hypothèse où, effectivement, la chambre préliminaire dise, là, il y a affirmation des charges, faute de preuves, et donc là, on doit libérer le président Laurent Gbagbo. Ça, en droit, ça se comprendrait. Mais après, il y a un problème politique. Deuxième possibilité, la chambre préliminaire peut dire, on ne retient que certaines charges. On ne prend les charges, peut-être, on écarte les charges les plus lourdes, on retient les charges les moins lourdes. Ça peut être possible. Et donc, troisième possibilité, c'est de, comme dans le cas du sénateur Jean-Pierre Mbemba, demander au procureur de faire éventuellement, si on ne révise pas à la baisse les charges, de passer, et là je mixe la troisième et la quatrième possibilité, parce que je pense peut-être à ça dans le cas du président Laurent Gbagbo, à savoir que pour être demandé à la procureure de la Cour pénale internationale qu'il soit procédé à un complément d'enquête, ou au moins à des précisions supplémentaires de la procureure de la Cour pénale internationale. Ça aurait l'avantage de permettre aux magistrats de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale d'être en situation un peu moins délicate. Parce qu'ils se sont bien aperçus, lors des débats pour le président Laurent Gbagbo, que le dossier d'accusation de la procureure n'était pas cohérent. Donc une manière de dire on ne rend pas une justice trop politique et de s'en sortir de façon élégante serait de demander un complément d'enquête à la procureure. C'est mon avis, mais ce n'est pas pour autant que c'est ce qui sera décidé par la chambre préliminaire. Elle peut très bien dire, eh bien, on approuve totalement toutes les charges de la procureure. C'est possible. Certains observateurs ont le sombre sentiment que la CPI est un tribunal politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, je partage cet avis parce que nous avons des précédents. Et par exemple, un qui est tout récent, il date du mois d'avril dernier. Comme vous le savez, début avril 2013, il y a eu lieu les élections présidentielles, se sont déroulées des élections présidentielles au Kenya. Et donc John Uhuru Kenyatta a remporté largement les élections. Et il a été élu président. Il est lui-même poursuivi devant la Cour pénale internationale. Et un de ses collaborateurs est aussi poursuivi. Et quelques jours après l'élection de M. Kenyatta à la présidence de la République du Kenya, par une heureuse coïncidence, son collaborateur a fait l'objet d'une totale infirmation de ses charges de façon à être libéré. Certains esprits, certains commentateurs ont dit qu'il se trouvait qu'un membre influent du Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'il faut rappeler que la CPI est dépendante du Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose d'un droit de saisine direct de la Cour pénale internationale. Et donc, un membre influent du Conseil de sécurité de l'ONU, que l'on peut citer, à savoir les États-Unis d'Amérique, est intervenu. Mais il se trouve que les États-Unis d'Amérique, comme de nombreux grands pays par la population dans le monde, ne sont pas signataires du statut de Rome et ne veulent surtout pas que leurs ressortissants soient traduits devant la Cour pénale internationale. Mais les États-Unis d'Amérique sont intervenus pour dire qu'il ne faut pas agir et mécontenter la nouvelle présidence de la République kenyane, car elle ne pourra pas nous aider dans la lutte contre le terrorisme, et on risque d'avoir depuis donc
toute la corne est de l'Afrique, depuis la Somalie, en passant par le Kenya, la République centrafricaine, le Nord-Cameroun, le Mali, la Mauritanie, etc. Donc un corridor terroriste anti-occidental et anti-américain, et donc il ne faut pas mécontenter les nouvelles autorités kenyanes, d'où cette intervention. Donc là, effectivement, on voit que des pressions politiques jouent sur les décisions de la CPI. Mais ces pressions politiques, elles jouent déjà sur la saisine de la CPI. Et là, l'exemple du président Laurent Gbagbo est frappant. Le président Laurent Gbagbo donc, a fait l'objet d'une arrestation par les troupes françaises de la force Licorne en violation du mandat de l'ONU et qui ont bombardé le palais présidentiel en avril 2011. Et il a été déféré devant la Cour pénale internationale à une époque où la République de Côte d'Ivoire n'avait pas signé le statut de Rome. La République de Côte d'Ivoire a seulement, mais là aussi en tant que juriste on peut contester, signé le statut de Rome au cours du premier trimestre de cette année. Mais là aussi il y a un débat qui existe parce qu'en plus ce n'est pas le président constitutionnel de la Côte d'Ivoire qui a signé cette ratification. Le président constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites président constitutionnel, qu'est-ce que vous voulez que nos téléspectateurs comprennent? En tant que juriste, je respecte les sources du droit. Et en ce qui concerne un État souverain, la première source du droit la plus importante, c'est la Constitution. C'est la légalité constitutionnelle. Et dans le domaine des élections, vous avez 1, la Constitution, 2, le Code électoral. Et donc, en République de Côte d'Ivoire, conformément à la Constitution et au Code électoral ivoirien, ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a été proclamé élu par le Conseil constitutionnel. Donc c'est toujours lui, pour l'instant, l'autorité légitime de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas parce que des forces armées emmènent un membre d'une commission électorale pour lui faire proclamer des résultats dans un hôtel siège de campagne d'un autre candidat que ça valide ce coup de force électoral anticonstitutionnel. Donc pour moi, la ratification du statut de Rome par la République de Côte d'Ivoire cette année n'est pas juridiquement valable non plus. Merci, maître. Autre actualité qui risque encore d'assombrir la réputation de la CPI, c'est qu'elle vient de la chambre préliminaire 1 de la CPI vient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Libye dans l'affaire du fils de Kadhafi. Que cache à votre avis cette décision? Alors là aussi, ça démontre bien que malheureusement les considérants politiques l'emportent sur les moyens de droit. Parce que la Libye avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de la Cour pénale internationale à l'encontre de Saïf al-Islam, un des fils du défunt Muammar Kadhafi, sous le visa de l'article 19.4 du statut de Rome. Cet article constate un élément important qui est l'aspect subsidiaire de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une juridiction nationale d'un État souverain engage des poursuites à l'encontre d'un de ses ressortissants, par exemple pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes économiques de corruption, etc., à partir du moment où des poursuites ou des enquêtes ont déjà été diligentées par cette juridiction nationale, la Cour pénale internationale n'est pas compétente. Elle doit laisser les juridictions nationales exercer ces actions. Elle ne peut pas se substituer à elles. C'est l'exception d'irrecevabilité que venait de soulever la République libyenne. Et aujourd'hui, la Cour pénale internationale a estimé qu'elle était en mesure de rejeter, la chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale, la demande d'irrecevabilité de la Libye. Et le seul motif donné par la chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale est un motif insuffisant sur le plan juridique, qui est de dire qu'il apparaît que les enquêtes menées actuellement en Libye contre Saïf al-Islam ne semblent pas démontrer un lien suffisamment fort concernant les mêmes faits traités devant la Cour pénale internationale. Or, la Libye avait présenté un dossier juridiquement très consistant.
Donc là, c'est plus une appréciation politique pour dire on veut quand même pouvoir incarcérer et juger Saïf al-Islam. Et là, comme on sait que de nombreuses puissances occidentales et de nombreux dirigeants de ces puissances ont bénéficié pendant longtemps de financements occultes de leur campagne politique par Muammar Kadhafi, on sait que de nombreux dirigeants occidentaux, dont certains anciens dirigeants français, ont intérêt à ce que la famille Kadhafi ne témoigne pas dans leur pays des situations et conditions dans lesquelles, notamment pour Saïf al-Islam, son défunt père avait financé les campagnes présidentielles de certains anciens chefs d'État occidentaux. Donc ça explique un peu le pourquoi ils ont un intérêt à faire incarcérer Saïf al-Islam à La Haye, puisque là au moins, il ne pourra pas révéler le détail de ces financements occultes. Ce ne serait pas le même intérêt aussi pour le président Laurent Gbagbo? Alors, effectivement, je vous remercie de poser cette question, parce qu'en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il convient de rappeler qu'après qu'il ait été appréhendé par les forces françaises LICOR en avril 2011, pour être remis aux forces rebelles, eh bien, le président Laurent Gbagbo a été incarcéré en Côte d'Ivoire et aussitôt ont été engagés à son encontre, mais aussi à l'encontre de Simone Gbagbo, de Michel Gbagbo et de nombreux anciens membres du gouvernement ivoirien, des poursuites, justement, du chef de corruption économique, du chef de participation à d'éventuels crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Donc, comme étaient déjà engagées ces poursuites qui motivaient ces incarcérations, on aurait pu aussi légitimement soulever l'irrecevabilité de la demande d'arrestation donc du président Gbagbo par la Cour pénale internationale. Donc là aussi, la question d'irrecevabilité pouvait se poser. Mais je dirais, ça n'est pas plus mal, malheureusement, si vous voulez, qu'on plaide actuellement sur les chefs d'accusation. Parce que plaider sur la recevabilité, ça empêche de plaider sur le fond de l'affaire. Et je dirais, nous avons l'avantage d'avoir deux grands dirigeants panafricains comme le sénateur Jean-Pierre Bemba et le président Laurent Gbagbo, qui là se battent devant la Cour pénale internationale et qui sont en train de démontrer que tout ce qu'on leur reproche ne repose sur aucun élément consistant. Et tous les témoignages sont en train vont pouvoir l'établir, tous ces témoignages-là. Et je dirais, compte tenu de l'antériorité de la procédure contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, on est en train de s'apercevoir déjà que le dossier de l'accusation était tellement faible que, et les débats encore récents, y compris la semaine dernière et cette semaine, on a entendu de nombreux témoins, et de nombreux témoins devant la CPI ont indiqué, donc y compris des anciens rebelles qui travaillaient pour le général putschiste François Bozizé, ils ont témoigné du fait que c'est eux qui procédaient au massacre et que même ils avaient reçu pour instruction de parler en lingala pour se faire passer pour d'autres que ce qu'ils étaient et justement faire accuser les membres du MLC de Jean-Pierre Bemba des exactions qu'ils pratiquaient. Mais comme ça a été souligné, les membres du MLC qui agissaient sous les ordres des autorités légitimes de la République centrafricaine, du président Ange-Félix Patassé, elles étaient installées durablement pour sécuriser les populations, et ce ne sont pas les troupes qui sécurisent des populations qui mènent des pillages, des viols avant de repartir. Ce sont bien les rebelles qui vont et s'en vont. Et il y a eu plusieurs témoignages, y compris de militaires français, qui ont confirmé cette état de fait. Donc le danger pour la Cour pénale internationale, c'est quand on passe à la phase défense, une fois qu'il y a eu confirmation des charges, eh bien c'est que les témoignages puissent mettre à néant l'accusation de la CPI. C'est ce qui est en train de se faire pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, et c'est ce qui se fera pour le président Laurent Gbagbo, si effectivement il est, mais là il faudra attendre 1 an. Déjà on ne sait pas encore à quelle date seront confirmées les charges, mais je pense qu'elles finiront par être confirmées, parce que c'est l'intérêt politique des principaux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que le président Laurent Gbagbo reste incarcéré le plus longtemps possible. C'est ce qu'il souhaite. Donc je pense qu'ils finiront par trouver un moyen de confirmer au moins une partie des charges et de maintenir en détention. Alors, les Ivoiriens s'inquiètent aussi. Depuis un certain moment, la CPI recrute des traducteurs dans toutes les langues vernaculaires de Côte d'Ivoire. Les uns et les autres se disent, mais à quoi obéit cette décision? Vous qui connaissez un peu les rouages de la CPI. Alors justement, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que ça veut dire que d'ores et déjà, et je dirais, la CPI est trahie par son fonctionnement et son budget.
Donc, à partir du moment où on recrute d'ores et déjà des interprètes dans les différentes langues vernaculaires de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que déjà on préjuge du fait qu'on se préparera dans un an, à avoir un procès au fond contre le président Laurent Gbagbo. Ça préjuge un peu de la décision qui sera prise par la Chambre préliminaire pour confirmer au moins une partie des charges contre le président Laurent Gbagbo. Comme ils s'y prennent à l'avance, ça peut peut-être aller dans le sens de la thèse que je vous exposais, de savoir qu'ils vont gagner du temps, peut-être en disant les juges de la Chambre préliminaire, nous demandons à la procureure de la CPI de procéder à un complément d'enquête. Et comme ça, ils gagnent du temps. Le président Laurent Gbagbo reste toujours incarcéré. Et ça retardera le moment aussi du procès. Parce qu'il faut attendre un an après qu'aient été confirmées les charges pour que débute le procès. Et là, il faut préparer, agréer les listes de témoins et donc organiser en conséquence le procès. Et là aussi, l'expérience du procès du sénateur Jean-Pierre Bemba nous permet de voir qu'il y a une bataille au niveau des témoins. Parce qu'effectivement, la crainte de la CPI, c'est que les témoins viennent totalement détruire les fausses accusations. Ça commence à se passer pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, et donc ils craignent que ça se passe également pour le président Laurent Gbagbo. Et donc là, il y aura une bataille sur les témoins, il y aura une bataille sur les interprétations, de même qu'il a failli y avoir une fausse bataille sur les fausses vidéos du Kenya, prétendument accusatrices du président Laurent Gbagbo, on aura aussi une bataille sur les témoignages. Alors, on se demande aussi, comment se fait-il qu'il n'y a qu'une seule et unique personne qui se retrouve à la CPI dans la crise ivoirienne, alors que beaucoup de rapports des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont indexé le camp de Ouattara. Alors, vous avez parfaitement raison. Mais là, c'est bien le problème du fonctionnement de la CPI. C'est-à-dire que le dossier d'accusation qui a été construit contre le président Laurent Gbagbo, il a été essentiellement préparé par les autorités françaises et par le régime Ouattara. Donc on est dans une situation où, bien entendu, ils ont entendu limiter le champ d'intervention de la CPI. Et ils ont fait en sorte que des rapports récents, comme le rapport d'Amnesty International ou le rapport d'Human Rights Watch, qui ont été déposés il y a à peine 2 mois, et qui mettent en cause le régime Ouattara sur les violences post-électorales et les violences et les activités de type génocidaire qui continuent en Côte d'Ivoire. Donc on est bien dans une situation où nous avons 2 poids, 2 mesures, parce qu'effectivement, notamment, toute la communauté, donc je ne dirais pas la communauté internationale, parce que la communauté internationale, ce sont les institutions étatiques, et eux sont très prudents dans ce domaine-là. Mais je dirais toute la communauté des sociétés civiles internationales qui connaissent notamment la réalité de la situation en République de Côte d'Ivoire, par exemple, ne comprennent pas que M. Guillaume Soro, qui a été un des principaux chefs de la rébellion et qui est largement concerné par les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en République de Côte d'Ivoire, ne fasse pas l'objet de poursuites devant la Cour pénale internationale. Donc, et après se posera la question de M. Alassane Dramane Ouattara et de bien d'autres. Mais je dirais là aussi, il y a un problème qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire et des dirigeants politiques en Côte d'Ivoire, il y a aussi d'autres responsabilités internationales. De même que certaines voix se sont élevées à propos de la guerre en Irak et des prétendues armes de destruction massive qui étaient censées exister pour demander que l'ancien président George Bush soit traduit devant la Cour pénale internationale, d'autres voix se sont élevées pour demander que l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, soit traduit devant la Cour pénale internationale pour avoir organisé le coup de force militaire français contre le président Laurent Gbagbo en avril 2011 et pour avoir aussi pris la responsabilité d'organiser le déclenchement de la guerre en Libye. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune action contre ces 2 anciens chefs d'État que je viens de citer, il n'y a aucune action contre Guillaume Soro, il n'y a aucune action contre Alassane Ouattara, eu égard au fait que c'est quand même le Conseil de sécurité de l'ONU qui garde sous son contrôle le fonctionnement de la Cour pénale internationale de La Haye.
Autre question, Maître Norbert Tricot, la détention d'un citoyen français qui a le malheur de s'appeler Michel Gbagbo. Effectivement. Là, alors, je dois dire qu'il y a quand même eu un élément positif des nouvelles autorités françaises, puisque le président François Hollande est intervenu donc auprès des actuelles autorités ivoiriennes pour justement demander la libération de Michel Gbagbo, puisque Michel Gbagbo a la double citoyenneté, il est à la fois citoyen ivoirien et il est aussi citoyen français. Donc il était logique, et d'ailleurs il n'était pas normal du tout que l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, n'ait pas demandé la libération immédiate du citoyen français qui est Michel Gbagbo. Le président François Hollande l'a fait. Mais pour l'instant, Michel Gbagbo, et c'est une honte, et vous dites, toujours pas libéré. Vous dites que le président François Hollande l'a fait, mais ça ne se sent pas dans les faits. Voilà, c'est ce que je dis. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous, malheureusement, Michel Gbagbo n'a toujours pas été libéré, alors qu'il devrait être libéré. Et si on lui reproche des faits, en tant que citoyen français, il doit pouvoir être jugé devant une juridiction française. Donc il conviendrait que les actuelles autorités ivoiriennes le libèrent et déposent plainte devant une juridiction française, pour qu'il soit jugé en France. Et là, effectivement, comme vous le dites, même si de façon diplomatique, le président François Hollande a demandé la libération de Michel Gbagbo, il l'a fait de façon diplomatique. Et pour l'instant, il n'y a aucun effet positif en ce sens. Dernière préoccupation, Maître, au cours de sa dernière réunion en Éthiopie, l'Union africaine a estimé que la CPI est raciste. Lui a fait remarquer que presque 98% des procès en cours à La Haye ne concernent que des Africains. La CPI a dû, dans la précipitation, produire un communiqué pour rassurer les dirigeants africains. Maître Norbert Tricot, quelle est votre réaction? Alors, ma réaction est que je soutiens à 100% la déclaration de l'Union africaine. Car les statistiques le démontrent, c'est parfaitement vrai. 98% des personnes traduites devant la Cour pénale internationale de La Haye et incarcérées à son centre pénitentiaire sont des Africains. Et si l'on met à part certains mercenaires, chefs de guerre, militaires ou paramilitaires que j'évoquais tout à l'heure, on s'attaque aux chefs d'État et aux hommes politiques panafricains, ceux qui refusent d'être les serviteurs fidèles des puissances occidentales et de leurs multinationales qui exploitent le continent africain de façon totalement prédatrice. Et c'est donc par hasard si devant la Cour pénale internationale sont poursuivis non seulement, comme on l'a déjà évoqué, le sénateur Jean-Pierre Bemba et le président Laurent Gbagbo, mais également poursuivi le président Omar el-Béchir du Soudan, et poursuivi toujours, parce que ça n'est pas encore levé, même si ça va l'être bientôt, le président Uhuru Kenyatta du Kenya. Donc la Cour pénale internationale poursuit des dirigeants politiques panafricains, rebelles à l'ordre international des multinationales. Et aucun autre chef d'État occidental n'a jamais été poursuivi par la Cour pénale internationale. Donc, je partage totalement l'analyse de l'Union africaine. Pour ma part, je suis favorable à une réforme, mais totale, de la Cour pénale internationale, parce que pour l'instant, elle ne peut pas fonctionner comme une vraie juridiction. Merci, Maître Norbert Tricot, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Maître Norbert Tricot dans le cadre de notre émission Les Grandes Questions d'Actualité. Merci, chers téléspectateurs d'Events News TV, et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.